bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Je suis ravie de recevoir à l'occasion des Arcs Film Festival 2022 Fanny Herrero, membre du jury long métrage. Fanny a une carrière qui fait rêver. Scénariste et showrunneuse derrière le succès d'Un village français, Kaboul Kitchen, créatrice de la série Drôle sur Netflix ou encore du cultissime 10%. J'imagine bien que tu as de sacrées anecdotes à raconter. On a eu du mal à se décider sur une seule. On n'a que 30 minutes devant nous, c'est dur. Bah oui, parce que j'en ai eu plein des échecs. Hein. J'adore. Plein de loses quand même, évidemment. Bah, je pense que c'est aussi à la hauteur de tes succès, en fait. Tu bosses dur pour tes ambitions, mais t'es obligé sur la route d'avoir quelques nids de poules, non? Bah évidemment, et puis moi, j'ai quand même 48 ans, donc j'ai vécu des trucs et j'ai changé souvent aussi de direction. J'ai vécu quand même pas mal de choses assez différentes, et donc forcément, bah oui, j'ai eu plein de concours ratés, plein d'auditions ratées, et donc évidemment, ouais. Bah justement, tu me fais un lien parfait avec notre sujet du jour. Toi, tu as tenté ta chance comme comédienne. J'aimerais que tu me racontes ce qui t'a donné envie déjà de l'être. Et puis ensemble, on va découvrir comment cette carrière qui n'a pas réellement abouti comme tu aurais aimé t'a poussé à voler tes propres ailes et devenir scénariste, quoi. C'est trop cool. Ouais, exactement. Maintenant, je me rends compte que le désir d'être comédienne à un moment, en fait, c'était, sans le savoir, un désir d'écriture. Ah ouais. Parce que j'aimais écrire depuis très très longtemps. Mais j'ai fait des études assez longues, littéraires. J'ai fait une Hippocane, une Cannes, j'ai fait Sciences Po. Donc quelque chose d'assez droit, et j'étais vraiment bonne élève. Et à la fin une fois que j'ai eu mon diplôme de Sciences Po, j'ai eu en fait envie de faire une pause et de sortir de mon cerveau. J'avais vraiment l'impression que pendant toutes ces années, j'avais tellement travaillé, tellement bossé, mais avec beaucoup de joie, d'enthousiasme. Mais j'arrivais à un moment, j'ai l'impression que j'étais plus qu'une tête et que j'avais plus de corps. Et il se trouve aussi, avant ça, j'ai fait beaucoup de sport quand j'étais plus jeune. Donc ça me manquait, en fait, je crois. Ça me manquait de m'exprimer aussi physiquement. Et puis, je commençais aussi à sentir un attrait vers l'art, la culture. Encore une fois, j'avais toujours un peu écrit, moi, même gamine, j'écrivais tout ça. Mais à ce moment-là, c'était un peu inassumable parce que j'avais 22 ans et que c'est difficile à 22 ans de dire je vais être un auteur. Donc, c'était dans un coin de ma tête, mais ça ne s'exprimait pas. Et t'avais un entourage qui était créatif, qui était plutôt tourné vers ce milieu-là, ou alors au contraire En fait, oui et non. C'est-à-dire que je viens d'une famille... mes parents sont profs de gym tous les deux, donc on est plutôt dans le sport. Ok. Il y a pas de gens du tout de ce métier dans ma famille. J'ai grandi à Toulon. À Toulon pendant mon enfance. Enfin, les métiers de l'audiovisuel, du cinéma, ça n'existait pas dans notre périmètre. C'est pas un métier. J'imagine que cette phrase, on se l'a répétée. Ça s'était pas répertorié. Scénariste, je pense que je savais même pas que ça existait. Acteur ou actrice, ça paraissait lointain. Donc personne dans ma famille n'avait de profession artistique, mais il y avait un goût. Notamment ma mère, je pense, qui m'a emmenée petite voir des spectacles de danse à Château-Vallon, qui était la scène nationale pas loin de Toulon, qui m'a emmenée voir plein de films d'art et d'essai au petit cinéma un peu indépendant qu'il y avait à Toulon, l'Utopia. Et ça m'a beaucoup marqué, enfin grâce à ma mère. Ma mère lisait beaucoup aussi, donc je lui piquais ses livres. Il y a une fibre quand même. Voilà, c'est ça. Elle avait quand même du goût qu'elle m'a transmis. Voilà, donc pour en revenir au moment où j'arrête mes études, ça y est, c'est fini, je suis diplômée de Sciences Po. Je m'interroge sur l'idée peut-être de devenir journaliste, mais j'ai envie de faire une pause. Et j'ai envie de vivre, en fait, physiquement des choses. Et j'ai commencé à avoir envie d'aller me rapprocher d'un monde plus artistique. Mais c'est pas complètement net, mais voilà. Et j'ai la chance d'avoir des parents qui ont toujours été super avec moi, mais hyper compréhensifs et qui trouvaient ça assez beau. Même quand j'ai dit à mon père, en fait, j'ai envie de faire une école de théâtre, mais juste, voilà, une année. Ça me fera du bien, mais lui trouvait ça assez merveilleux. C'est génial que tu aies eu cette confiance de leur part qui t'a permis, je pense aussi, mais c'était d'oser, quoi. C'était génial à deux endroits, et on peut pas l'ignorer. Déjà, financièrement, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui avaient la possibilité de m'aider et de me soutenir encore un peu, alors que j'aurais pu rentrer dans le monde du travail et gagner ma vie. Et alors que là, en faisant l'école de théâtre, j'allais travailler pour payer mes cours, mais ils m'aidaient quand même pour mon loyer. Et ça, tout le monde n'a pas cette chance. Et je reconnais le privilège de ça. Et c'est énorme. Mais aussi l'ouverture d'esprit et l'idée. Bon, après, c'est parce que aussi, je pense que j'avais été assez disciplinée, bonne élève, et que je les ai jamais trop saoulés, mes parents.
j'ai pas fait de grosses crises d'ado. Donc j'étais plutôt une bonne fille, quoi. Et je pense que il reconnaissait ça aussi. Il savait qu'il pouvait me faire confiance, que j'allais pas. T'avais un bagage aussi, tu partais pas sans rien, exactement. Quoi. Je venais de me faire quand même un bac plus 5, plus 6. C'était quand même assez costaud. Et ils m'avaient vu travailler. Ils avaient vu aussi les efforts que j'avais fournis. Donc, je pense qu'ils étaient bien inclinés pour m'aider. Et donc, je suis rentrée dans cette école de théâtre qui s'appelle Les Enfants Terribles, qui était super. Parfait pour une crise d'ado tardive, ce genre de nom de... Et d'une année de théâtre, en fait, ça s'est transformé en 3 années. Je suis restée, j'ai continué l'école et j'ai adoré cette période qui était la rencontre pour moi d'un milieu social complètement différent, de gens différents, avec une espèce de d'exaltation, d'intensité. Des gens qui venaient de partout, je sais pas, c'était nouveau par rapport à là d'où je venais de la province, plus ensuite des études littéraires assez. Et là il y avait vraiment qu'on retrouve un peu dans le film de Valeria Bruni-Tedeschi, quoi, Les Amandiers, cette espèce d'envie de tout dévorer, une chose très intense en fait, qui a à voir avec la découverte des textes mais la découverte de soi aussi, parce qu'on fait beaucoup d'impro, on fait du chant, on fait de la danse. Il y a un truc d'engagement physique que j'avais hyper envie d'explorer. Et voilà, et donc voilà, je me suis dit en fait, en sortant de l'école, j'ai trouvé un agent assez vite et je me suis dit en fait je pourrais peut-être être comédienne. Et puis en fait, j'ai bossé pendant les quelques années qu'on suivit, vraiment, j'ai fait du théâtre, mais tout était un peu naze en fait. Ça me fait trop marrer. C'est un peu ça mon échec. J'y croyais, je me disais il y a un truc qui va se passer. Et il faut d'ailleurs, mais du coup, j'ai fait pas mal de casting, pas mal d'auditions, mais si tu veux, j'avais une agent qui était pas terrible. Moi, je pense qu'en fait, j'avais absolument aucune conscience, mais ça, c'est des trucs qu'on peut réaliser que plus tard, de aussi comment ça fonctionne. Je connaissais personne, aucun repère dans ce métier, aucun code. C'est un exemple con, mais par exemple, en sortant de l'école, j'avais les cheveux longs, j'ai coupé mes cheveux très courts. Ils étaient teints pas mal, ça, un peu rouge, dans n'importe quel caractère. Débile. Et puis, je trouve que je suis grande, assez athlétique, et du coup, mais je pense que c'était presque volontaire. Genre, je veux pas être une espèce de poupée Barbie parce que j'étais grande, blonde. Et donc, je coupe mes cheveux très courts. Je ressemblais à une héroïne des BD d'Enki Bilal, tu vois, avec les cheveux un peu en pétard rouge, un peu badass. Et j'aimais bien ça pour moi-même, mais quand j'y pense, je me dis, mais meuf, t'es folle, enfin, tu vas pas trouver de boulot d'actrice. Et tu vas à ton casting de rôle d'époque, où tu dois jouer une victorienne. Et en plus, comme j'ai aussi, je sais que j'ai un visage qui est pas passe-partout, j'avais pas le petit minois de beaucoup d'actrices pour réussir. Donc en fait, je sentais qu'en fait je me grillais sans même m'en rendre compte, mais sur le moment, j'étais pas consciente de ça. Et t'avais quel rapport au casting? Parce que c'est quand même très déroutant, je trouve, cette étape de la création d'un film, non? Tu te retrouvais dans une pièce, il y avait d'autres personnes, comment ça fonctionnait? Évidemment, tu fais la queue avec les autres, ouais, c'est ça, tu sens bien que le rôle il est pas passionnant. En fait, j'ai jamais eu la chance ou le talent, il est très possible, de me retrouver sur des trucs qui soient vraiment palpitants. Mais en même temps, j'ai quand même bossé, j'ai quand même été intermittent, donc c'est-à-dire que j'ai suffisamment travaillé pour faire mes heures à la fin de l'année, et je me suis toujours débrouillée, pendant 5 ans. Mais il y avait un truc qui décollait jamais vraiment, où j'étais pas dans les bandes qui m'intéressaient, où je rencontrais pas les metteurs en scène qui m'intéressaient, mais parce qu'aussi, c'est ça le trajet d'une personne, mais c'est que j'avais des attentes très hautes, moi, parce que si chargée de mes études, et puis je pensais ma personnalité, j'avais envie de travailler avec des gens qui m'intéressaient vraiment, où intellectuellement ça allait être vraiment passionnant. Et c'était pas forcément ça qui m'attendait, en fait. Donc j'ai passé beaucoup de castings de pub tout nul, où tu fais semblant de manger du fromage en croquant un bout de polystyrène, où j'avais l'impression que j'étais jamais habillée comme il fallait, ou alors j'arrivais où j'étais trop maquillée, il fallait pas être maquillée. Ça m'arrivait parfois d'arriver en essayant d'être un peu bien, et le gars me dit non mais enlève ton maquillage, genre, tu te sens un peu humiliée. Je dis mais merde, je comprends pas ce qu'on attend de moi. Et puis maintenant que je suis complètement de l'autre côté, c'est-à-dire maintenant c'est moi qui fabrique les séries et qui suis derrière et qui sait que c'est un casting quand on est de l'autre côté, on voit la violence de ça, à quelle vitesse ça va, de voir quelqu'un passer des essais et de savoir tout de suite si on accroche ou pas à cette personne. Et en fait,
les comédiens, ils le savent pas, ça, surtout les jeunes acteurs, en fait. Ils savent pas ce que nous, on cherche de l'autre côté. Ça nous échappe complètement, parce que c'est vraiment une histoire d'énergie, de gueule, de corps, de charisme. Ouais, c'est pas eux, c'est toi ce que t'attends, qui est plutôt précis et qui n'a rien à voir avec leur personne. Exactement, quoi. exactement. Ouais. Et puis, donc ça, j'avais absolument pas conscience de ça. Donc, j'ai passé pas mal d'auditions, je me souviens de m'être fait vraiment là pour le coup, si on va dans les moments de loose, il y en a eu beaucoup des moments de loose en fait. Je pense que c'est en même temps on pourrait dire mais t'es pas obligé d'aller dans ce métier-là qui fait partie des plus cruels et des plus justement violents dans l'immédiateté de la réponse. Donc c'est vrai que c'est un choix, on n'est pas obligé de vouloir devenir acteur ou actrice, mais ça fait un peu rêver quand on est jeune. Bien sûr. Mais la violence de ces moments-là, je sais après, c'est pas aller à la mine, hein, c'est une violence à la fois toute relative, mais qui quand même, quand on est une jeune femme en construction, tu sens vraiment quand tu rentres dans la pièce. Ça m'est arrivé de voilà passer un truc et d'avoir la metteur en scène qui, je l'entends devant moi dire mais attends, mais pourquoi mon agent il m'envoie elle elle a rien à voir avec ce que je cherche. Oh là là. Vraiment, mais devant moi en fait, je viens de finir de passer allez, ma scène. joue maintenant. Ouais, t'es là. Tu vois, je viens de finir et elle dit ça, ou alors des castings un peu humiliants ou des trucs parfois tu sens le texte est nul en fait, vraiment nul, et du coup tu sais presque que tu vaux mieux que cette chose nulle pour laquelle tu prétends, et en même temps tu t'endors le soir en souhaitant de tout ton corps être pris pour cette merde. Et en plus, non mais c'est clair. Et en plus, toi, tu viens de Cannes, Hippocagne, t'as passé littéralement tes journées et tes nuits à étudier les plus grands auteurs, à travailler sur le sujet, et tu te retrouves à te dire que quand même c'est vachement bien de faire une pub pour le yaourt. Enfin, je pense qu'il y a un truc où il y a un moment où tu vois une dissociation presque. Et en plus, je pense que c'était aussi des années où on avait peut-être moins conscience qu'aujourd'hui. Enfin, j'en suis à peu près persuadée aussi de l'attention portée au rôle féminin, du répertoire possible pour des femmes, pour des jeunes femmes, et à quel point justement le physique de la jeune première était vraiment hyper important. Et je pense je m'en rends compte maintenant, mais un peu heurtée à ça. Enfin, je pense que je correspondais pas forcément à ces emplois-là, ou j'en avais pas envie. Et puis surtout, plein de fois, je sentais que c'était des rôles où il est affaire de séduction quasiment tout le temps, ou d'être un faire-valoir. Enfin, je l'ai vraiment ressenti, quoi. Et donc, ça m'est arrivé vraiment de vouloir très, très fort quelque chose dont maintenant, avec le recul, je me dis, mais enfin, j'avais rien à faire là. T'étais pas à ta place, quoi. Pas intéressant. Mais bon, après, ça m'a aussi, après, je pense, une espèce de pugnacité Bien sûr. de ces castings foireux. Après, j'ai été aussi sur des projets qui étaient finalement intéressants, mais avec quand même toujours l'impression d'être pas complètement à ma place, de pas avoir trouvé ma famille artistique ou intellectuelle. Oui, ce sort de truc où on se sent aligné et bien là où on est, en fait. Et ça, je l'ai jamais vraiment trouvé. Après, il y a des moments joyeux. J'ai joué au théâtre Héberto, sous la direction de Nicolas Briançon, avec une troupe qui était chouette. On jouait un Corneille. C'était joyeux, mais je sentais que j'étais pas exactement à ma place. Et puis, en plus, j'étais du coup une comédienne un peu cérébrale, un peu intello, puisque j'avais déjà un rapport au texte assez fort du fait de mes études et de mon goût pour ça. Du coup, je contestais beaucoup, je discutais beaucoup, donc je pense que je devais être assez pénible. Surtout pour la jeune première qui est le faire valoir, je suis pas certaine qu'on attende ça de toi. C'était ça, en plus. Mais moi, à la fin, je pense qu'en vrai, enfin, il faut quand même le dire, à la fin, je pense que j'étais pas nulle, parce que j'ai quand même été employée, donc il y a quand même des gens qui ont vu en moi quelque chose de pas inintéressant. Un succès en soi. C'est déjà pas mal, mais j'étais pas non plus terrible, quoi. J'avais probablement déjà pas le feu, en fait, pas la croyance et la conviction que c'était ma place et que j'allais faire bien ça. Il y avait quelque chose dans la dépendance au regard de l'autre et à la séduction, je pense, qui était pas pour moi, ou qui me faisait un peu souffrir, ou qui était contrarié. Et donc et c'est ça qui te fait aller vers l'écriture en te sentant pas nourrie intellectuellement et émotionnellement. Exactement. J'ai l'impression que je flotte. Mais avec le recul, je le regrette pas du tout. Déjà parce que ça m'a fait faire plein de trucs. Bien sûr. Ça m'a fait faire plein de trucs. Déjà, ça m'a poussé au cul, c'est pas joli, mais parce que à cet âge-là, je pouvais plus complètement demander à mes parents de financer ma vie. Donc en fait, ça m'a poussé aussi quand même vers une indépendance. Et comme
je gagnais pas forcément beaucoup de sous en tant qu'actrice, où il y avait des moments de creux. Donc par ailleurs, ça m'a fait développer plein d'autres choses. J'ai commencé à bosser dans l'édition. J'ai été modèle nue, enfin vraiment la jeune actrice typique pour plein d'ateliers d'artistes. Du coup, j'ai rencontré des peintres, j'ai rencontré des photographes. Génial. J'ai posé aux Beaux-Arts et tout. Donc et ça, c'était un exercice marrant qui m'a fait rencontrer des gens et découvrir des choses de moi-même. Vraiment de ta zone de confort, quoi. Ouais, c'est ça. Et ça m'a obligée à aller chercher du boulot un peu différemment, autrement. C'est là aussi que j'ai commencé à devenir lectrice de scénarios pour TF1. Donc ça, c'est vraiment ce qui m'a permis de basculer vers le scénario. Mais et après aussi cette espèce de pugnacité, c'est-à-dire de sentir que je suis pas au bon endroit, de m'accrocher quand même, et à un moment de se dire mais qu'est-ce qui me manque profondément. Mais si tu l'expérimentes pas, ça, ce qui te manque profondément, en fait, comment tu le découvres? Tu peux pas. En fait, c'est toujours ça qui est intéressant. Et puis tu gardes cette image, cette aura de l'actrice. Je pense que tu as eu besoin de le vivre, de l'expérimenter pour te dire en fait c'est pas pour moi, et de arrêter de le fantasmer aussi peut-être. C'est-à-dire qu'à un moment il y a quand même un peu une aristocratie des actrices dont j'ai senti très très vite que elles ne seraient probablement pas pour moi, que j'avais pas ce qu'il fallait pour y arriver, que ce soit le talent ou le physique ou la compréhension du milieu ou la naissance ou j'en sais rien, il y a 1000 choses qui font qu'à un moment on y va, le tempérament tout simplement. J'étais pas, je pense, particulièrement douée pour ça. Et donc, à un moment, la question, c'est mais où est-ce que t'es forte, en fait, puisque si c'est pas ça, il y a quand même eu 5 ans où ça me faisait sentir un peu bête. Alors, au bout d'un moment, tu dis mais je peux pas continuer comme ça. Quel est le problème bête, chez moi aussi? C'est pas intéressant. Je vaux probablement mieux que ça. Et donc, j'ai commencé à développer mes propres trucs. Pendant, à cette époque-là, la frustration de la comédienne m'a amenée à me dire mais où est-ce que ça bouillonne, où est-ce que je pourrais exprimer des trucs, et puis, c'est l'écriture qui a commencé. Et je me dis que ça enrichit tellement ton écriture d'avoir cette haute facette là du métier, ce truc que tu veux plus, ces scénarios de faire valoir dont tu parlais. J'imagine que du coup ça doit vraiment jouer énormément dans ta façon de voir les choses aujourd'hui, te disant ça je le veux plus, ça je le connais et je ne veux pas proposer ça à mes acteurs. Ouais, probablement, mais c'est un mélange en fait, c'est une construction de soi-même, effectivement, il se trouve que je suis une femme et que dans ma vingtaine, j'ai voulu être comédienne, donc je suis passée par plein d'endroits, parfois un peu pas forcément nette sur ce que les gens attendent de toi, les hommes notamment. Tu vois, c'est des trucs idiots, mais par exemple, j'ai fait plein de fois, comme je pense plein de jeunes actrices, de mettre une annonce, ou à l'époque, je sais plus par où ça passait, pour se faire un book, mais ça coûtait cher d'avoir des belles photos. Donc il y avait souvent un espèce d'échange en photographe, où il y a plus beaucoup échange de la séance et en échange de la séance de photos, donc lui peut faire ses photos et puis après il te donnera quelques portraits. Et ça m'est arrivé de me retrouver dans des situations, mais en fait scabreuses, où je vois que le mec il veut que je commence à me foutre à poil, et moi j'ai pas très envie. En même temps je me dis bon, après tout, de toute façon je pose déjà à poil aux Beaux-Arts, mais sauf que là je suis pas dans un cours, dans une école avec quand même un peu un cadre. Je suis toute seule en banlieue, chez un gars dans son appart. Et quand j'y pense, je me dis mais j'ai quand même fait ça. Alors pas vraiment à poil et tout, mais tu vois, où genre torse nu par exemple. Mais tu comprends bien la et tu te sens hyper mal. Tu dis mais pourquoi je suis là? En fait, c'est ces situations là un peu de douleur que tu fais quand même, parce que derrière t'as trop envie de récupérer ton petit portrait gratos, qui en plus de toute façon à la fin est moche avec une sale lumière, avec un fond gris, tu sais, le truc tout pas bien, et ça finalement dans le fond je sais qu'effectivement ça m'a donné de la force, je sais que ça m'a construit comme fille, comme femme. Carrément. C'est-à-dire je sais aussi par quel point je suis passée, par quels endroits où il y avait possiblement de l'abus ou une forme de violence. Je pense que la chose dont j'ai eu conscience pendant ces quelques années, c'est que comédienne ou actrice, surtout quand tu fais justement pas encore partie de l'aristocratie, que t'es un peu la plèbe, et on était nombreuses, et je pense que c'est toujours le cas, mais je veux dire, de ma génération, des jeunes femmes à Paris, c'était des milliers de jeunes femmes qui voulaient faire ça et qui se bousculent au portillon et qui veulent toutes faire un peu de mannequinat, un peu des photos, un peu actrice. Bon, on n'était pas considérés en fait, on n'a pas de respect. Ça n'est pas un endroit où quand tu dis ça aux gens, on te dit ah génial et tout ça. Enfin, sauf si
t'existes déjà un peu, sauf si t'as quelque chose à raconter. Mais souvent, t'es un peu, ça fait loose en fait, parce que c'est l'actrice qui en veut, qui cherche, qui n'y arrive pas. Et tu sors de Sciences Po, il y a une grande fierté à sortir de Sciences Po. J'imagine que tes copains de Sciences Po, ils ont de gros postes à ce stade-là de l'histoire. Je comprends la frustration aussi de se sentir patiné, quoi. Ouais, et de se sentir t'es pas reconnu. Pas en fait, tu considéré. dis, ok, soit, après moi, voilà, j'avais, je pense, un ego, mais dans le sens noble Il faut et un peu positif d'ego, bien du sûr. terme, c'est-à-dire une confiance en soi, une sorte de conscience de ma propre un respect de dignité, soi-même aussi, qui était assez élevé pour à un moment se dire, bon, là, meuf, arrête, parce que j'allais avoir 30 ans, j'allais avoir un enfant, et je me suis dit, mais je vais pas je vais pas élever un enfant en étant une actrice frustrée, aigrie. t'as pas envie d'offrir ça à ton enfant qui comme franchit image, pas. quoi. Enfin, je suis encore suffisamment jeune pour mettre en place plein de choses. J'ai plein d'envies et il va falloir maintenant que j'existe par moi-même, que j'attende plus des autres et que je développe des choses qui sont épanouissantes, où je vais obtenir de la reconnaissance comme ça. C'était pas du tout gagné, mais il se trouve que c'est pas ce qui s'est passé. Et il y a un truc assez marrant, enfin c'est un peu une anecdote, mais j'ai eu plusieurs petits moments où le passage entre le jeu et l'écriture s'est fait. Okay. Donc le premier, c'est quand je finis mon école de théâtre Les Enfants Terribles et cette année-là, on avait décidé avec le prof d'impro d'écrire un spectacle pour les élèves à partir des impros, et en fait c'est moi qui ai fait ça. Donc on a fait plein d'impros, j'ai récupéré tout le matériel que les élèves avaient proposé et j'ai tout écrit sur la base de ça. Truc. Et donc c'était le spectacle de fin d'année de l'école, c'était quand même la première fois que j'écrivais un truc. Ça a dû tellement te stimuler de faire ça, non? C'était génial, mais j'ai tellement adoré. Ça s'appelait Boomerang Baby, c'était drôle, c'était une comédie, c'était plein de petits sketchs. L'histoire d'un enfant un bébé qui passait de main en main. Au départ, c'est ses parents tout jeunes qui peuvent pas le garder une après-midi, qui sont dans la galère, qui le laissent à la gardienne de l'immeuble. Et puis elle, à un moment, elle est dans la galère aussi. En fait, cet enfant finit par passer entre plein de mains. Petit portrait un peu social et générationnel de plein de gens. Donc on s'était vraiment amusé à le faire. Et j'ai signé ça moi, et j'étais tellement fière. Ouais. Donc ça a été un premier clou planté, mais incroyable en fait, de joie de ça. Et du coup, de même, commencer un peu à décider les costumes, les décors, les lumières et tout. Enfin, et donc, je sentais qu'il y avait quelque chose qui m'animait. D'avoir le pouvoir que t'avais pas du tout aussi de l'autre côté où t'étais complètement passive. Et après, en tant que comédienne, un casting que j'ai pas vraiment passé, mais en fait, qui m'a vachement marqué et qui correspond vraiment à la fin de ces années-là où je commence à être très agitée par mon désir d'écrire. Je commence à écrire des trucs à côté, des espèces de petites pièces courtes, des courts-métrages, des machins que j'ai à m'exciter et à m'exercer. Je faisais de l'écriture automatique, j'écrivais tous les matins dans un cahier. Vraiment, ça y est, ça commençait à bouillonner fort. Et donc, j'apprends par un pote que donc Daniel Thompson devait faire un film dans lequel allait jouer Claude Brasseur et son fils Christopher Thompson. Petits acteurs en développement. Et je sais qu'elle cherche une comédienne, et je sais plus comment ça se passe, pourquoi je fais pas l'audition en live, mais en tout cas si je me démerde pour fabriquer moi-même mes essais. À l'époque, on faisait pas les essais en Zoom, en visio comme maintenant. Les gens font des tapes maintenant beaucoup, mais à l'époque ça se faisait pas trop. Et à cette époque-là, mon copain était graphiste, et il était hyper habile pour faire du montage et tout ça. Et du coup, en fait, je me suis amusée à écrire une scène, moi, où je savais quelle était la relation du rôle que j'allais passer avec Claude Brasseur et Christopher Thompson. C'est hyper smart. Oui, et je suis allée chercher leur attention. des bouts de scènes que eux avaient joué dans d'autres films. Wow. Donc j'ai pris des morceaux de répliques, j'ai écrit une scène où moi, du coup, je demandé à mon copain de me filmer. Ok. Et donc j'ai fait c'était une espèce de partie de Scrabble où on se répondait, on se parlait, mais à partir de bouts de films à eux. Et donc voilà, et donc j'ai fait avec l'aide de mon copain, ce petit montage. Où déjà c'était comme un petit court-métrage que j'ai envoyé à Daniel Thompson. C'était beaucoup plus créatif que ce qu'on te demandait de faire. Exactement, et je pense qu'en fait du coup mon jeu d'actrice était un peu pourri, pas pourri, mais ordinaire. En tout cas, on sait que ça t'a servi, tu vois. Et d'écrire ce truc et de m'amuser au montage et de m'amuser à écrire une scène, de prendre des bouts, ça c'était hyper stimulant. Et je sais qu'après elle m'a envoyé un mot en me disant merci beaucoup pour cette cassette qui m'a fait beaucoup rire, c'était une VHS à l'époque, et merci beaucoup, c'était super. Enfin, et en fait, je sentais, c'était le moment où actrice c'était terminé et il fallait passer à l'écriture. Et aujourd'hui, comment est-ce que ça... Parce que je l'ai pas eu, évidemment, le rôle. Ouais, mais t'as eu d'autres choses plutôt chouettes. Après, l'histoire se termine très très bien.
Aujourd'hui, comment est-ce que cet échec d'actrice et cette expérience surtout de vie, parce que 5 ans, t'as appris plein de choses en fait, c'était hyper riche. Aujourd'hui, comment est-ce que ça sert ton métier de showrunneuse, de scénariste, d'avoir vécu toute cette expérience de vie, parce que pendant 5 ans, il y a évidemment eu des bides, mais il y a eu aussi beaucoup de rencontres et beaucoup d'expériences de vie, quoi. Ça a façonné probablement la personne que je suis devenue et l'auteur que je suis devenue avec, comme on le disait tout à l'heure, quelle femme je suis en fait. Donc ça, c'est des thématiques, c'est des expériences et voilà, ça c'est mon parcours. Et après dans ma pratique, concrètement, ça m'aide beaucoup. Ça m'aide beaucoup pour écrire. Je suis une auteure assez physique. J'ai besoin, par exemple, quand j'écris des dialogues, notamment, j'ai besoin de me lever, j'ai besoin de parfois improviser, parler à haute voix. Évidemment, je lis toujours les dialogues à haute voix. Comprendre la sonorité, la musique. Et ça, de l'avoir joué, d'avoir été comédienne et de savoir quand même un peu ce que c'est que de jouer, par où ça passe et quel questionnement on a quand on aborde un texte. Il y a le plaisir de l'auteur, mais je pense tout le temps aux acteurs en fait. Je pense au plaisir de l'acteur. C'est-à-dire que les acteurs, pour moi, auteurs, c'est comme un prolongement de moi. C'est comme un prolongement de mon corps en fait. Leur corps doit répondre à ma pensée et finalement à mon corps aussi. Et ça, c'est très très fort. Je sais que, et du coup, j'ai aussi une affection pour les acteurs. Je sais par quoi, bien sûr. Ouais, de la tendresse aussi pour ce qu'ils vivent. J'imagine qu'en casting, ça doit aussi modifier ta manière de faire, quoi. Évidemment, ouais. Bah, merci beaucoup pour cet épisode passionnant. Merci. Merci. Et surtout, bon ski, du coup. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram, @Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule, ou sur Facebook, La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.